Bonjour à tous, aujourd'hui 5e épisode de notre série La vie secrète des pierres. Nous voilà de retour à Vézelay. Alors Vézelay c'est une ville magnifique et on avait de la chance de se retrouver en fin de journée au moment où le soleil éclaire toute la façade. Donc j'ai plaisir à vous montrer ces images de Vézelay à la fin de la journée, là au mois d'octobre. Une très belle ambiance là, dans cette ville. On est vraiment heureux de retourner dans cet endroit. Cette fois, nous allons aborder de nouveaux sujets et en particulier, on va se rendre aux fontaines salées. Mais pour l'instant, on va partir de Vézelay et on va vous expliquer en fait notre cheminement, notre réflexion, les questions qu'on s'est posées et les choses qu'on voulait essayer de trouver cette fois-ci. La dernière fois, on s'était intéressé particulièrement à la Ouivre, ce courant tellurique qui dit... Les courants telluriques qui sont connus depuis des millénaires, hein, les hommes les sentaient, les ressentaient. Parce que c'est comme un énorme serpent hein, d'énergie positive. Et pour comprendre bien ce qu'on va raconter dans cet épisode-là, moi je vous conseille d'aller écouter et visionner le précédent. La dernière fois, on avait suivi ce courant tellurique, on était parti de la Cordelle, on avait suivi hein, avec les baguettes, on l'avait détecté, on avait suivi, on avait vu qu'il rentrait dans la basilique, dans la crypte. Et ensuite on l'avait... poursuivi, on avait vu qu'il sortait au niveau des jardins hein, sur le haut de la colline et on sait qu'il descend sur le bas. Il va falloir trouver à quel endroit on va aller le retrouver. Hein. Alors en parallèle de cette recherche du courant tellurique, on avait travaillé aussi, on avait découvert qu'il y avait un réseau du mercure, hein, du courant magnétique. On appelle ça des réseaux géomagnétiques du mercure. Qui était lié, comme on l'avait vu, hein, à Lugh, le dieu Lugh, avec sa grande main, ses grandes mains, mais enfin à Vézelay il en reste plus qu'une hein, sur le Christ. Alors on s'était intéressé à ça et on va voir aujourd'hui qu'on va retrouver ces deux éléments à plusieurs endroits dans notre parcours. Oui, là en bas de la colline, donc comme c'est vaste, il faudrait trouver un site propice à la sortie de ce courant tellurique. Voilà, on est là-haut. Et où est-ce qu'il passe? Alors on a cherché, hein. Il y a une grotte qui est assez secrète, qu'on ne peut pas vraiment visiter facilement, hein, et qu'on voit sur certaines cartes postales anciennes, comme celle que je vous montre là, sur cette image. Et bien sûr, le courant tellurique, il va passer dans cette grotte. Hein. Alors oui, en contrebas, je connais un endroit qui ressemble un petit peu à une grotte. C'est un trou comme ça, dans le bas de la colline, et de ce trou, il sort de l'eau. Et ça s'appelle la fontaine de la Madeleine, je crois. Donc on va aller voir à la fontaine de la Madeleine si on trouve ce courant tellurique qui ressort de cette cavité. Super, ouais. Allons voir déjà là. Nous voilà à la fontaine de la Madeleine. C'est un endroit merveilleux. C'est aux merveilles. Le courant tellurique qui passe là. Il couvre complètement cette source, cette fontaine qui sort de la montagne et le bassin qui est devant, et il arrose de son énergie bénéfique tous les alentours et vraiment on la ressent, moi je la ressens et je m'y trouve bien là dans cet endroit. En tout cas là, sur la fontaine de la Madeleine, on ressent l'énergie très très enveloppante du courant tellurique. Une énergie très douce et bénéfique, hein, vraiment féminine. Et on a envie de se déposer dans les bras de la déesse mère qui nous enveloppe. Hein. Vous savez, le thème de l'eau, c'est vraiment un thème de la féminité, de la déesse mère et de la source de toute chose. Il y a ce petit bruit d'eau et cette paix qui nous invite à la détente, à la méditation et à se relier au divin, au sacré, à la partie sacrée qui est en nous. Hein, qui est en chacun de nous et peut-être qu'on oublie parfois dans nos vies trépidantes, on oublie qu'on a ce lien très intime et très fort au sacré envers cette planète Gaïa et tout ce qu'elle nous offre, donc l'eau, la terre, l'air qu'on respire et tout ça. Alors quand on est à la fontaine de la Madeleine, regardez, vous voyez cette voûte là, alors on sait, c'est quelque chose qu'on a appris, hein, c'est que la dimension, la mesure qu'on va trouver entre donc la margelle du bassin et le haut de la voûte, donc cette hauteur mesure ce qu'on appelle la canne compagnonique ou la canne de Vézelay ou une enjambée.
elle mesure 1,25 m. C'est une unité de mesure, 1,25 m, qu'on va retrouver dans la géométrie sacrée de la basilique de Vézelay. Hein, c'est une mesure très importante. Et puis, on s'est dit, on va vérifier que sur le courant tellurique, on a peut-être aussi la présence du réseau du mercure. Alors, ce réseau du mercure, comme par hasard, il passe vraiment là, et pas n'importe comment. Parce que je l'ai détecté, qui sort de la source et qui traverse ce grand bassin sur sa largeur. Et un autre qui est plus gros, qui est double, niveau 2, disons, et qui traverse le grand bassin sur toute sa longueur. Donc c'est assez spectaculaire parce que ce réseau du mercure, il est quand même assez espacé. Ouais, tous les 40 ou 50 mètres. Ouais. C'est ça. Donc on le retrouve tous les 40 ou 50 mètres. Et donc là, on l'a trouvé de façon vraiment récurrente, à la fois sur la pierre de la Cordelle, ensuite dans la crypte de Vézelay, un énorme croisement du mercure. Et ensuite, on le retrouve à nouveau dans la fontaine de la Madeleine. C'est difficile de penser que ce soit un hasard, tout ça. C'est vraiment assez magique de retrouver à nouveau un croisement parfaitement sur ce site de la Madeleine. Ce réseau géomagnétique du mercure, il faut quand même préciser, puisque moi j'avais eu des petites questions par rapport à la dernière vidéo qu'on avait faite. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a du mercure dans l'eau de la fontaine de la Madeleine, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est l'émanation du mercure qui est en fusion dans le centre de la Terre. Donc c'est un mercure éthérique, c'est une émanation d'une onde mercure. Parce que effectivement, le mercure, il est thérapeutique quand il est à l'état d'onde et il est nocif et toxique quand il se retrouve à l'état matérialisé de mercure. Par exemple, quand on va le retrouver dans les thermomètres à mercure, là il faut faire attention, c'est pour ça qu'ils sont interdits aujourd'hui les thermomètres à mercure, parce que l'ingestion de ce mercure solide ou semi-solide, qu'on appelait vif argent, autrefois c'était le nom du mercure, eh bien oui, lui il est toxique. Donc on ne parle pas de la même chose, je voulais repréciser ça. Pour nous c'est vraiment un questionnement, cette histoire de mercure récurrent. Donc on s'est penché sur la question du mercure et on a découvert quand même pas mal de choses qu'on a envie de partager avec vous. Mercure, c'est le patron des pèlerins et c'est le dieu des alchimistes. Alors c'est vraiment important, c'est-à-dire que dans l'alchimie, on a 3 éléments qui sont le mercure, le soufre et le sel. Voilà, c'est les 3 principaux éléments de l'alchimie. Alors on ne va pas rentrer dans la chimie parce que d'abord nous on n'est pas des alchimistes, on ne va pas pouvoir vous donner beaucoup d'informations, mais on s'est documenté, on a cherché. Dans le rosaire des alchimistes, la première image qu'on trouve c'est une fontaine mercurielle. Alors ça nous a vraiment épaté, on s'est dit alors ça c'est extraordinaire. On a à la fois l'élément de l'eau, la fontaine et le mercure. On a un bassin avec 3 robinets et dans ces 3 robinets eh bien, il y a des noms différents qui sont les synonymes du mercure, qui sont le lait de la Vierge, la quinte essence, l'eau de vie. Alors tout ça, en fait, nous fait penser à la fontaine de Jouvence. On a des étoiles qui symbolisent les 4 éléments qui sont représentés autour de cette fontaine. Et puis on a aussi donc, le soleil et la lune, donc les 2 polarités. Et donc ces fumées là qui montent et qui font penser aussi à des serpents. Moi, elles me font penser au courant tellurique, à la vouivre, et elles font penser aussi aux serpents qu'on va retrouver sur le caducée d'Hermès. Donc ce bâton là où on a 2 serpents qui s'enroulent de chaque côté et qui symbolisent en fait les 2 énergies, les 2 forces. Mercure, c'est l'équivalent du dieu Hermès, qui faisait le messager des dieux, qui était le lien entre l'homme et les dieux. Mercure, il a plusieurs noms, on va le retrouver aussi sous le nom de Thoth, sous le nom de Saint Christophe, parfois il est relié aussi à Lugh. Et puis là on s'est aperçu que le mercure en fait il avait 2 polarités, avec 2 têtes. Et donc ça c'est les 2 polarités, alors féminin, masculin, puis aussi la polarité lumière et ombre. Mercure, il a ces 2 polarités, lumière et ombre. Tout ça c'est symbolique,
Mais c'est pas par hasard en fait qu'on va retrouver le mercure dans cette fontaine de la Madeleine, hein, puisque c'est une vraie volonté de la part de ceux qui ont créé ce bassin et cet endroit. Le pèlerin, avant d'entamer sa longue montée vers la basilique, eh bien, il va passer là, dans cette fontaine. C'est son passage obligé. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laver. Et donc, en même temps, le pèlerin, quand il va se plonger dans ce bassin et qu'il va être en contact avec le réseau Mercure, ça va l'aider à se connecter au plus profond de lui-même et à aller chercher sa lumière. Hein. Voilà. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ce lieu-là, justement, par rapport à la façon dont il est organisé? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Ça m'inspire une grande intelligence et une grande connaissance, une grande connexion à la nature, à la terre, aux énergies telluriques, cosmiques. Et une grande intelligence pour utiliser ces énergies, les combiner. C'est des initiés qui ont créé cet endroit. Et puis les gens qui les utilisent, ils n'ont pas besoin de tout comprendre de ce qui se passe. Simplement vivre l'endroit. Et c'est ce qu'ils faisaient. De toute façon, des secrets à Vézelay, il y en a partout. Les compagnons, les constructeurs, les bâtisseurs ont caché tout leur savoir à l'intérieur des monuments. Et là, on voit bien qu'ils ont caché aussi leur savoir jusque dans la fontaine de la Madeleine où ils ont mis la canne de Vézelay dans la mesure de la voûte pour nous dire regardez bien parce qu'on est passé par là aussi et on a mis aussi des secrets ici. Oui. C'est en même temps un grand livre et puis une grande machine énergétique. Ça me plaît ce que tu dis, hein. C'est-à-dire un grand livre ouvert. Et pour pouvoir accéder à ce livre, alors il faut rentrer et découvrir la connaissance. Et ça, c'est le travail de l'alchimiste. Et le pèlerin, c'est l'alchimiste. Le pèlerin, c'est celui qui va à l'intérieur de son athanor, c'est-à-dire de son corps, il va expérimenter et c'est ça qui va lui faire accéder à la connaissance à partir de son expérimentation propre. Hein. Donc ça sert à ça un pèlerinage, hein. C'est surtout expérimenter toute la dualité, hein, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer et puis ensuite arriver à les transformer à l'intérieur de soi. Et ça, c'est vraiment le travail de l'alchimiste. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réseau du mercure, en plus combiné au courant tellurique, tout ça, ça crée une énergie énorme dont bénéficie le pèlerin. Il se laisse transformer par cette énergie, il n'a pas besoin de la comprendre, il la vit et bénéficie de cet effet. Et le réseau du mercure, c'est un réseau très important en fait par rapport à cette dimension d'accéder aux dimensions supérieures de l'être. Et pour moi aussi, ce qui est remarquable, c'est que toute cette construction qui date de centaines ou de milliers d'années, cette construction magique, disons, elle est toujours là, présente et utilisable. Et je trouve que c'est fantastique. Moi, je peux aller me plonger les mains, les pieds, peut-être pas me baigner entièrement, mais et puis voilà, en conscience, je me dis ça peut me faire du bien, ça honore le lieu, ça fait vivre. C'est passionnant de découvrir toutes ces passerelles justement, hein, les choses qui sont cachées à l'intérieur de la symbolique et qui nous enseignent. Si on veut se pencher un peu dessus, alors on va découvrir moult choses, hein, comme quand on a simplement essayé de comprendre le lien entre l'eau et le mercure et qu'on est tombé sur la fontaine mercurielle. Alors ça, c'était une sacrée révélation. Hein. Ça nous a fait rentrer de plein pied en fait dans l'alchimie. Nous, on n'est pas des alchimistes, on ne connaît pas, mais du coup, ça nous a intéressé beaucoup. Voilà, donc on a bien exploré cette fontaine de la Madeleine et puis on va continuer notre histoire, on va continuer à suivre le fil de ce courant tellurique et voir où il nous emmène. Alors on sait que les courants telluriques, les vouivres, elles ont tendance à suivre le cours d'une rivière ou certains axes de fond de vallée. Et tout ça nous conduit naturellement au petit village de Saint-Père qui se trouve en contrebas de la basilique de Vézelay et de la belle colline de Vézelay. Et là, on va aller explorer la belle église de Saint-Père pour voir si on y retrouve à nouveau notre courant tellurique. Et j'ai exploré le devant de l'église, je suis rentré dans l'église et j'ai retrouvé ce courant tellurique qui traverse l'église de Saint-Père. Voilà. Formidable encore une fois. Voilà. Émerveillement. Alors ça nous amène toujours à comprendre, à se dire comment est-ce que ça se fait que tout ce courant tellurique traverse toutes les églises, mais c'est l'inverse. Hein. Ah oui. On avait cette force formidable là, de ce serpent d'énergie et sur ce serpent d'énergie se sont construits les lieux sacrés, les lieux de culte, les chapelles, comme celle de Saint-Père, celle de Vézelay, et puis
on va continuer encore. Donc le courant tellurique poursuit son chemin. Une fois qu'il a traversé l'église de Saint-Père, il poursuit son chemin et il va longer la Cure. La Cure, c'est la rivière, une grosse rivière, là, très belle, hein, qui est dans le fond de la vallée à Saint-Père. Et on va le retrouver donc dans un site très intéressant, très riche. Quand on est arrivé aux Fontaines Salées, hein, c'est un endroit vaste, il y a beaucoup d'époques qui sont présentes là sur cet endroit. Il y a une villa romaine avec des thermes et puis il y a une partie beaucoup plus ancienne qui est néolithique. Donc quand on arrive sur ce grand espace là, on est un petit peu surpris et un petit peu perdu et on ne sait pas trop quoi faire. Alors bon, nous on s'est dit on ne va pas explorer toutes les Fontaines Salées, on y retournera plusieurs fois pour explorer en détail parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, c'est un site assez complexe, on va essayer de l'aborder un élément après l'autre. Déjà notre premier objectif, hein, c'était de savoir est-ce que les Fontaines Salées accueillent le passage de cette vouivre. Oui, on le retrouve là, notre courant tellurique. Il traverse cette enceinte circulaire néolithique, l'endroit le plus ancien du site. Et il passe en plein sur ce puits central, le puits sacré. Et le puits sacré, c'est le cœur du site des Fontaines Salées. C'est vraiment un spectacle extraordinaire, on pourrait rester pendant des heures et on voit remonter à la surface ces bulles d'hélium là qui font des mouvements, qui font des cercles dans l'eau. Dans certains puits, on a vu aussi des grenouilles vertes qui sont là. C'est un site Natura 2000 qui est préservé au niveau de la faune et de la flore. Mais simplement, si on se remet des milliers d'années en arrière, et on se dit simplement dans quelques trous d'eau, les hommes, quand ils ont commencé à voir apparaître à la surface ces petites bulles d'hélium qui remontaient comme ça devait être vraiment une vision fascinante et qui devait les faire rêver et imaginer avec leur imaginaire à eux, hein, d'où pouvaient provenir toutes ces bulles. Voilà, ça devait être lié à certaines légendes, à certaines divinités. Et ça devait vraiment fasciner les hommes et les femmes qui étaient dans ce lieu. Et on sait aujourd'hui, parce qu'il y a des écrits qui nous l'ont appris, que ce premier lieu vraiment était lié à la femme. Il y avait une présence récurrente des femmes dans ces lieux-là, puisque l'eau parlait de la femme, de la naissance, de l'accouchement. C'est ces vasques dont on a déjà parlé avec les cupules. Donc là, on retrouve le même thème. Donc les Fontaines Salées, moi j'ai déjà intégré qu'il y a un univers qui est très féminin dans cet endroit. Et on peut imaginer les femmes, donc il y a quelques milliers d'années, les femmes et les hommes qui, il y a quelques milliers d'années, avaient vraiment aimé cet endroit et commençaient à y creuser des premiers puits, les premières fontaines, et venaient vénérer cette eau parce qu'elle était chargée de minéraux et aussi un petit peu salée. Alors ça la rendait vraiment très très précieuse. De l'eau salée, c'était très précieux parce que ça améliorait le goût de la nourriture, parce que ça avait aussi des propriétés guérisseuses. Hein. On sait que ces eaux salées, elles ont des propriétés guérisseuses. Alors tout ça, on a fait très rapidement un site extraordinairement précieux pour les hommes et les femmes qui visitaient ces lieux. On va regarder sur ce bassin central là, d'où sortent ces bulles. Moi, ça m'épate de voir ces bulles qui sortent de l'eau là, comme s'il y avait des poissons en dessous, et ça sort et ça n'arrête pas de sortir ces bulles là, c'est des bulles d'hélium. Ouais. C'est magique. Ouais, c'est magique, oui. Eh bien, avec les baguettes, en effet, on retrouve le réseau géomagnétique du Mercure qui passe sur le bassin. Bon, ça commence à devenir un petit peu lancinant. Hein. On se pose la question, on trouve toujours la réponse, c'est toujours oui. Et on est toujours quand même stupéfait. À chaque fois, on se dit waouh, tu te rends compte, on le retrouve encore une fois ici, c'est complètement fou. Hein. Donc, un gros croisement du réseau Mercure qui se croise au niveau du bassin. Voilà, oui. C'est vrai qu'entre tous ces sites-là qu'on vous fait visiter, il y a vraiment des liens quoi, avec le Mercure, le courant tellurique.
Ça nous fait penser qu'il y a géant, une quoi. volonté hein, dans l'établissement de ces sites autour de Vézelay, qu'il y a une volonté hein, de se trouver liés les uns aux autres par la présence de ces éléments. Il y a vraiment un thème central, quoi. Je suis persuadée que c'est une volonté des hommes qui ont créé les Ouais. sites là Ouais. autour de Vézelay. On ne sait pas jusqu'où ça va nous conduire comme ça, hein, parce que si on continue, peut-être on va continuer encore pendant longtemps à trouver la vouivre à lier avec le mercure. Hein. On va finir par l'appeler le courant tellurique du mercure. Alors ça nous épate, on ne comprend pas toujours comment c'est possible. Hein. Ça paraît tellement incroyable que des fois, on fait que constater et on ne comprend pas très bien l'utilité, la fonction. Et comment est-ce qu'ils avaient la possibilité à ces époques anciennes hein, de pouvoir repérer ces courants magnétiques particuliers. Alors il y a une émanation énergétique particulière que si on est assez sensible, on va être capable de repérer la couleur hein, de ces énergies. Encore une fois, les sites sacrés et le courant tellurique vont bien ensemble. Hein. Il y a des sites qui se sont bâtis sur le courant tellurique. Et peut-être aussi qu'il y a le courant tellurique qui a été attiré par des endroits comme ça où il y a l'eau, hein, où il y a l'eau, il y a les failles, où il y a tout un ensemble d'éléments qui l'attirent, qui sont propices à son passage. Alors tu fais bien de parler des failles, parce que les failles qui sont présentes sur ce site des Fontaines Salées, c'est un élément qui est extrêmement important de l'endroit. D'ailleurs, cette faille, il y a même un croisement de failles, il est noté sur les cartes géologiques. On va mettre la carte géologique là pour que vous puissiez voir par vous-même hein, la présence de ces failles, comme on a déjà parlé dans un épisode précédent. Donc là, c'est ces grands traits, hein, ces grands traits noirs là qui sont sur la carte. La vouivre, elle va sortir et rentrer dans le sol et ressortir et sortir à la faveur des failles. Donc chaque fois qu'on a des grosses failles, on peut s'attendre à trouver la présence de ces courants telluriques. Hein. C'est ça qui nous a attirés aussi vers les Fontaines Salées. On s'est dit, tiens, mais voilà, il y a des failles, une faille qui passe aux Fontaines Salées. Il y a des grandes chances que notre vouivre, on la retrouve là. Effectivement, elle est là, elle est très présente et elle arrose tout ce site. Hein. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'eau et puis sur ces grands cercles là qui sont autour du bassin. Cette enceinte circulaire là qui fait 30 mètres de diamètre, hein, qui est matérialisée par ce petit muret de pierre. Oui. Alors c'est difficile hein, pour nous cet exercice des Fontaines Salées, c'est vraiment un exercice difficile parce que c'est un grand espace comme on l'a vu. Et il y a beaucoup de choses et nous on voudrait essayer de vous faire accéder à ce qu'on a trouvé, mais du coup ça met en jeu plein de phénomènes différents, donc on va y aller par strates. Donc la première strate qu'on peut faire, c'est celle des failles. Comme on l'a vu dans l'épisode 2, la vie secrète des pierres, on a vu comment est-ce qu'on pouvait trouver des failles. Alors on a pris les outils et on a commencé à se promener hein, sur le site à la recherche au moins d'une faille, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs des failles sur le site. Hein. Donc on a pris nos baguettes tranquilles, voilà, et on a matérialisé l'endroit où ça tournait. Tu l'as cherché, je l'ai cherché, on l'a trouvé au même endroit, on était contents. Exactement. Et là sur ce calque-là, ce soir on va voir ensemble hein, où est-ce qu'on a trouvé donc la faille, la grosse faille, hein, 3 mètres de large, qui passe sur l'enceinte circulaire. Et puis vous voyez, elle passe cette faille en plein milieu sur le puits sacré. Alors c'est magnifique, hein, déjà on est content hein, d'avoir trouvé ça. Hein. Et donc deuxième recherche, on va faire ensemble hein, ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a déjà cherché par ailleurs, donc recherche de l'eau. Donc on a pris les baguettes, tu as pris les baguettes, moi aussi, et on s'est promené sur l'enceinte circulaire à la recherche des passages d'eau. À chaque endroit où la baguette a tourné, on a mis un repère. Sur les images là, vous voyez les petits repères blancs qu'on a placés contre le mur. Hein, qui ne sont pas tout à fait espacés régulièrement, mais avec des petites différences hein, au niveau des distances. Et on trouve des passages d'eau, énormément de passages d'eau souterrains hein, qui croisent l'enceinte circulaire. Donc on met un petit repère à chacun, et une fois qu'on a fini de refaire le tour, à ce moment-là, on compte combien est-ce qu'on a mis de petits bâtons. Et on a trouvé le même résultat, hein, toi et moi, hein, on a trouvé 19 emplacements. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille, on s'est dit peut-être que s'il y a des croisements comme ça tout autour de l'enceinte, à ce moment-là, peut-être qu'on peut chercher hein, si ça correspond à des points menhirs. Alors on n'a pas parlé encore des points menhirs. Un point menhir, c'est passage d'eau, alors un ou plusieurs passages d'eau, et puis croisement de réseaux, différents réseaux, on va dire
deux réseaux principaux, nickel et fer, qui sont en fusion au centre de la Terre. Nous, on a déjà vu le mercure, mais les géobiologues, en général, il y a deux réseaux principaux qui sont recherchés. C'est le réseau du nickel, qu'on appelle Hartmann, et le réseau du fer, qu'on appelle Curie. Voilà, ça, c'est deux réseaux principaux qui correspondent au nickel et au fer, qui sont dans le centre de la Terre en fusion. C'est les deux minéraux principaux qui constituent le cœur, en fait, le noyau de la planète. Et ça émane donc des ondes qu'on va retrouver en surface. Et un point Menhir, c'est de l'eau combinée avec le réseau de nickel, un croisement, et le réseau du fer, un croisement. Ça s'appelle un point Menhir. Et quand on regarde un menhir, il est toujours positionné sur ces réseaux-là. Alors on s'est dit, allez, soyons joueurs, on va regarder si par hasard on pourrait trouver des points menhirs là autour de l'enceinte circulaire. Oui. Et sur chaque passage d'eau, on a un point menhir. Voilà, c'est époustouflant. Nous, on a émis l'hypothèse que sur chaque point menhir, il y avait une pierre. Alors on ne sait pas, une petite pierre, moyenne pierre, grande pierre, ça on n'en a pas l'idée puisqu'il n'en reste pas. Si jamais un jour elles ont existé, en tout cas aujourd'hui il n'en reste pas. Et après, une fois qu'on a donc repéré ces 19 points menhirs, eh bien on s'est posé la question et on a cherché, parce que 19 c'est un chiffre qu'on ne connaît pas. On était vraiment contents parce que le chiffre 19, on le retrouve. Il y a des cromlechs, donc un cromlech, c'est quoi un cromlech? C'est des pierres qui sont disposées en cercle comme ça. Alors on en a plusieurs, on en a de nombreux sur la planète, des cromlechs. Et on en a plusieurs qui comportent 19 pierres avec voilà, une organisation un peu similaire. La Terre tourne sur elle-même en un jour. La Lune fait le tour de la Terre en 30 jours, en un mois disons. Et la Terre tourne autour du Soleil en un an. Et ces trois astres, au même jour de l'année, ils ne vont pas être dans la même position l'un par rapport à l'autre. Il faudra attendre 19 ans pour qu'ils se retrouvent dans la même position les uns par rapport aux autres. Donc c'est ce 19 qui fait référence à ce phénomène et qui est matérialisé par ces pierres, par exemple. Et les anciens, ils connaissaient bien ça, parce qu'ils n'avaient pas la télé, et donc pour eux, l'observation de la Lune, du Soleil, la position de ces astres, c'était quelque chose qui rythmait leur journée. Donc nous, on a perdu cette connaissance, mais pour les anciens, évidemment, c'était 19, c'était un nombre important. Un nombre d'années. Et en fait, chaque année, il y a une de ces pierres qui est à l'honneur. La première année, on va dire, c'est la pierre numéro 1 qui va être à l'honneur, et ensuite la 2, la 3, et au bout de 19 années qu'on aura mis à l'honneur l'une après l'autre les pierres, on va retourner sur la pierre numéro 1, et on aura donc fait notre révolution complète, et on aura bouclé ce cycle de 19 années. Voilà. C'était une façon d'honorer finalement chaque année et de savoir où est-ce qu'on en est dans ce calendrier lunaire. Lune, Soleil et Terre, puisque ce qui nous intéresse, c'est de retrouver une organisation, une harmonisation de ces trois astres. Et ça confirmerait que cet endroit, il a pour thème la Lune, la féminité. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que la Lune, elle est directement liée à Mercure. Mercure, il est aussi intimement lié à l'astre lunaire. Alors, ça continue toujours à apporter des indices qui s'empilent les uns sur les autres et qui convergent. Sur le dessin, on voit donc la pierre numéro 1 au milieu de la porte, qui est la porte d'accès. On a trouvé, voilà, ça, on n'a pas la certitude, c'est notre hypothèse. On a trouvé avec les baguettes, donc la porte qui permet d'accéder au site. Eh bien, vous voyez, elle est dans l'axe de la faille. Et elle est aussi dans l'axe du cours d'eau principal qui traverse l'enceinte circulaire. Voilà, là on a matérialisé la porte. Si on s'avance donc vers le puits, et on a matérialisé le milieu de cette énorme faille. Là, ça va passer exactement comme ça sur le bassin, en plein milieu. Voilà. Et par-dessus tout ça, on va rajouter, vous allez voir, ça va faire un joli dessin à la fin. On va rajouter le gros réseau du nickel qui se croise dans l'enceinte circulaire et avec le réseau du fer. Donc le réseau du nickel, j'ai représenté en rouge, avec le réseau du fer qui est représenté en vert.
plus le réseau du Mercure qui est représenté en jaune. Là, on a la superposition de déjà pas mal de phénomènes différents. Qu'est-ce que ça nous raconte, l'empilement de tous ces calques? Ça met en lumière que tout converge dans ce puits central. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, quand on regarde tous les passages d'eau qui traversent, alors il y a beaucoup de puits sur ce site des fontaines salées, et on se rend compte que c'est comme si on regardait sous la terre, vous avez des réseaux de vers de terre, là c'est vraiment ça. Voilà, ce maillage d'eau fait un site quand même assez exceptionnel pour pouvoir trouver des points à menhir et placer des pierres correctement. Il n'y en a pas souvent des sites comme ça, avec autant de réseaux et avec autant d'eau. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. Oui, tous ces phénomènes judicieusement organisés, ils concourent en fait à une énergie énorme dans ce lieu. Oui. Voilà. C'est ça, oui. Alors une énergie énorme, ça c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on peut mesurer. Je partage avec vous ce montage photo que j'ai fait pour représenter tel que je m'imagine ce lieu, avec ces pierres encore en place et puis le puits sacré. Et ces personnes qui viennent là pour se ressourcer, se reposer, prier, qui viennent là pour bénéficier surtout des énergies positives dégagées par ce cercle de pierres et pour bénéficier de ce puits sacré qui offre son eau chargée en éléments guérisseurs. On ne peut pas parler des fontaines salées sans parler du sel. Ça n'a jamais été une saline ici. Par contre, voilà, la présence de ce sel, il n'y a pas que du sel. On a donc de l'hélium. Ça, c'est vraiment un gaz rare et qu'on a en grande quantité dans cette eau. On a aussi de l'azote. Et puis on a des minéraux particuliers comme le lithium, le magnésium, le manganèse, le cuivre. Tout ça, ce sont des oligo-éléments, comme on les appelle, qui sont des éléments nécessaires à la santé. Alors pourquoi elle est salée? On s'est un petit peu renseigné aussi. Donc en profondeur, dans la faille, eh bien, il y a des réserves de sel de mer, puisque dans les temps anciens, les temps géologiques, la mer remonter donc jusqu'à cet endroit-là et il s'est déposé des quantités de sel qui sont en profondeur et qui vont donc remonter par les failles. Les spécialistes en géologie étudient ce phénomène pour arriver à comprendre d'où vient ce sel et comment est-ce qu'il alimente les puits. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer sur ce site. À quelques dizaines de mètres de l'enceinte circulaire, on a le poron. C'est une pierre, donc une pierre mégalithique qui est assez grosse, importante, et qui a encore beaucoup de choses à nous raconter. Parce qu'elle aussi, elle reçoit la vouivre, le courant tellurique. Elle aussi, elle est traversée par l'eau et par un certain nombre de réseaux qui la rendent puissante énergétiquement et même thérapeutique, avec la présence d'un réseau de mercure et d'un réseau de lithium. Alors tout ça, c'est des choses qui sont encore à explorer davantage. On est loin d'avoir encore découvert tous les secrets. Alors moi, je voudrais vous soumettre une petite réflexion qui est toute personnelle. Ce site, ce lieu, on ne sait pas comment il était appelé. Il est resté un nom qu'on trouve sur les cartes, le poron ou le perron. Ça dépend des orthographes, on va le trouver sur différentes formes. Il y a de l'écho entre Saint-Père et Perron. Voilà, Saint-Père et Perron. Tous les lieux de culte, on les a transformés en les affublant d'un saint. Et j'aime bien m'imaginer que ce Perron, on l'a transformé en Saint-Perron. Et puis par déformation, petit à petit, ça a donné Saint-Père. C'est mon analyse personnelle. Voilà, c'est mon analyse personnelle de ce lieu. Perron, Saint-Père, et donc le nom du village où se trouvent les fontaines salées. Pendant l'époque romaine, ce lieu, il était très vénéré. Il y avait beaucoup de visiteurs qui venaient à la fois pour visiter les bains et à la fois pour le culte. Et on a retrouvé dans ces bassins beaucoup d'ex-voto, de statues, de petites pièces de monnaie qu'on va pouvoir voir au musée qui se trouve sur ce site-là, où on nous présente toutes les choses qui ont été retrouvées de ces bassins.
Saint-Père, c'est une déformation finalement de ce Saint-Péron, qui était le point central de ce secteur. On peut dire que ça a été une rencontre vraiment très très importante quand même pour nous, ces fontaines salées, tant il y a de choses à découvrir ici. Et quand on est arrivé sur ce lieu qui était grand pour nous, donc l'important, oui, que ce soit dans ce lieu-là, comme dans n'importe quel lieu sacré, c'est d'arriver avec une certaine ouverture du cœur. Ça nous éclairera beaucoup dans nos recherches, ça nous facilitera les recherches. Concrètement, en fait, quand on arrive, on ne se jette pas sur les baguettes et puis on ne fait pas des mesures tout de suite. Et on prend déjà un temps pour s'asseoir au pied d'un arbre ou sur une pierre ou s'asseoir par terre. Et puis ou simplement flâner sur le lieu et ressentir les énergies de cet endroit. Et là, quand on fait ça simplement, alors c'est comme on dit, contempler, c'est ouvrir la porte du temple. À partir du moment où on se met dans cet état de réceptivité, alors on va avoir des idées qui arrivent, on va avoir des intuitions qui arrivent et on va avoir beaucoup plus de facilité à faire nos recherches. C'est-à-dire que les baguettes ensuite vont bouger plus facilement et on va éviter de se perdre et de se noyer en fait dans toutes les informations qui peuvent être sur le lieu. Donc ça c'est important, moi je vous conseille de prendre ce temps et de se mettre en réceptivité pour que les bonnes informations et les bonnes intuitions puissent arriver jusqu'à vous. Sinon, souvent on perd le fil. Si on arrive et qu'on commence à mouliner avec sa tête, en général on ne trouve pas grand-chose. C'est pas toujours facile à faire, hein. Des fois on n'y arrive pas, hein. Des fois on est dans nos quêtes intellectuelles là, et voilà, de temps en temps simplement, et couper la tête. J'ai toujours la conscience qu'on n'est pas seul et qu'on est accompagné pendant qu'on fait ces recherches, comme si y avait des présences qui nous soufflaient un petit peu, tiens, va voir un peu par là, essaye de chercher telle chose, et les idées arrivent toutes seules. Ça c'est assez magique. Et ça nous a pris du temps pour comprendre que finalement, si on veut trouver plus de choses, il vaut mieux faire moins. Et laisser venir à nous les idées, les intuitions. On ne prétend pas en fait que ce qu'on a trouvé, c'est une vérité. C'est notre vérité du jour, on a trouvé ça. Et peut-être que si on a la chance de pouvoir continuer à faire des recherches dans le futur, on pourra ajouter encore d'autres informations à celle-ci. On peut être un peu impressionné par ce qu'on trouve, parce que parfois ça paraît trop grand. Ça paraît trop grand, parfois, de trouver tout ça sur le même lieu. C'est comme si on avait tout bon. Et en même temps, c'est vraiment ça qu'on a trouvé. Donc des fois, on est un petit peu gêné de pouvoir montrer autant de choses sur un lieu où finalement, on a l'impression que tout s'est donné rendez-vous. C'est la place de l'Étoile, tout se croise à cet endroit. On peut se dire, mais on a inventé, c'est pas possible pour avoir trouvé autant de choses. Il faut accepter que des lieux comme ça, ils existent. Ils existent pour notre bien, voilà. Ça. Alors merci à ceux qui ont créé ce lieu. Comment ils ont fait? Alors ça on ne sait pas, c'est un mystère. Comment ils ont fait? Ça nous dépasse, mais c'est pas grave. Il ne faut pas trop se poser la question et se dire, il y a des êtres qui ont créé un lieu, une enceinte circulaire, à un endroit très énergétique où beaucoup d'éléments se croisent en son centre. On ne sait pas comment c'est possible, mais on aurait un petit peu de peine. Si on voulait essayer de créer un lieu comme ça serait difficile. Mais c'était des êtres qui étaient très connectés avec les énergies subtiles, avec les énergies du ciel et de la terre. Et c'est loin d'être notre cas aujourd'hui, puisqu'on a perdu la plupart de ces connaissances. On les a en tout cas endormies à l'intérieur de nous. Et donc merci, beaucoup de gratitude à ces êtres qui ont créé ces lieux merveilleux. Alors, lieu de soins, lieu d'énergie, lieu d'émerveillement, à tous les niveaux. Voilà, et puis si vous allez visiter les fontaines salées, j'espère que notre vidéo vous aidera à découvrir ce lieu encore d'une manière un petit peu plus majestueuse, plus intéressante. Oui, en tout cas, sur d'autres plans. Il y a le plan archéologique qui est très très intéressant, avec tout ce qui est expliqué sur les panneaux et tout ce qui est montré au musée. Ça, c'est passionnant. Et puis, nous, on espère avoir rajouté notre petite pierre à l'édifice pour que vous puissiez découvrir aussi des énergies subtiles qui sont cachées et invisible à l'œil. On va terminer, on va se quitter là sur ces images. J'en profite pour remercier David Ducrot de nous avoir autorisé à utiliser ces belles images qui ont vraiment permis de mieux comprendre le site.
Puis on se retrouvera pour un épisode suivant de la vie secrète des pierres et on a une petite idée sur ce qu'on pourrait faire la prochaine fois, mais on ne va pas vous en parler encore parce qu'il faut qu'on travaille. Donc à bientôt pour la suite et des nouvelles aventures sur des lieux d'énergie encore et encore. À bientôt. À bientôt.